parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le top 3 mondial. Je passe numéro 1 après numéro 2, numéro 1, numéro 2. Et donc je suis parti pour un petit coup de gueule, leur dire que voilà, ça fait longtemps que j'attendais mon tour. J'ai kiffé le moment, Madison Square Garden. Derrière, j'ai boxé au AT&T Stadium devant 70 000 personnes. Au moment de rentrer sur le ring, je lève la tête comme ça et je voyais des gens à perte de vue. Je dis oh là là. Mais aller dire ça maintenant à un jeune qui commence les sports de combat, attends, dans 13 ans, tu pourras gagner, tu peux pas t'acheter une paire de chaussures ou quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est voulu vraiment ambassadeur de bonne cause, leur montrer que voilà, il y a le sport, il y a aussi l'éducation, c'est quelque chose de très important. Je fais attention à tout. J'ai un frère à moi qui garde ma bouteille d'eau parce que ça va très vite aux États-Unis. Ta bouteille, elle a disparu, quelqu'un peut te mettre, on ne sait pas. Et pareil, je garde la même force, la même énergie des gens qui sont positifs autour de moi, c'est tout. Le reste, je ne me pose pas de questions tant que je n'ai pas triché à l'entraînement. Je me suis donné à fond, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout droit. Quelle ville serais-tu? Je serais Dakar. Dakar parce que c'est une ville authentique, c'est le welcoming là-bas, c'est une terre d'accueil, la teranga comme on dit. Et j'ai toujours en tout cas gardé les racines avec le Sénégal. Le tchèp-boudja, le tchèp au poisson, pour moi c'est mon meilleur plat. Pour 60. C'est combien là? Écoutez, il y a des champions, il y a des gens ordinaires. Il vient de nous faire une grosse annonce. Il abandonne les gants de kickboxing pour ceux de MMA. Merci d'accueillir Alexis Nicolas. Malik, Barbeau, comment tu ça va? Nickel. Elle est toujours en préparation entre 2 shootings photos. Notre combattante, Nora Cornol. Monsieur Malik. Nora, en forme? Ça va être. Oui. C'est l'un des visages de la boxe. Capitaine de l'équipe de France, la team solide lors des Jeux de Rio. Il revient de là-bas d'ailleurs avec une médaille de bronze. Merci d'accueillir Souleymane Sissoko. Mec, Comment ça va? En forme? Tranquille, ouais. Bienvenue. Ça va. Souley, comment ça va? Écoute, ça va, tranquille. Il y a des annonces qui ont été faites là dernièrement. La WBC a fait son petit colloque en Thaïlande. Et ça te concerne particulièrement. Tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Ouais, je suis parti à la convention, là, la 63e convention de la WBC à Bangkok, en Thaïlande. Et oui, c'est là où tout se déroule, les classements. Il y a tous les acteurs de la boxe anglaise, les promoteurs, les coachs, les médias, les managers. Et je me devais d'être là pour défendre mon droit parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le top 3 mondial. Je passe numéro 1 après numéro 2, numéro 1, numéro 2. Et donc je suis parti pour un petit coup de gueule, leur dire que voilà, ça fait longtemps que j'attendais mon tour. À chaque fois, vous mettez un boxeur devant moi. À quand ma chance mondiale? Et j'espère que je l'aurai très bientôt. En tout cas, c'est en bonne voie. Ouais, apparemment, tu as été entendu. Je crois qu'il y a Dominique Nato, qui est le président de la Fédé, qui a poussé un peu pour que les choses se passent. Donc, on espère en tout cas te voir prochainement combattre pour le titre de champion du monde. Ça serait une bonne chose en tout cas pour la boxe en France. C'est l'un des visages de la boxe, hein, donc, comme je le disais tout à l'heure. Il y a Bilal aussi qui est dans le classement, Bilal Skitou qu'on salue. Salut, ouais. Et il y a un autre Français aussi, je crois, dans le top 10. Quoi qu'il en soit, la boxe française commence à... la boxe en France commence à se développer. Et puis, voilà, en tout cas, on te souhaite d'aller chercher ce titre. On sera là pour voir ça. Il y a eu un peu d'actu. Je crois savoir que Monsieur Alexis Nicolas va faire son entrée, en tout cas, dans la cage incessamment sous peu. c'est ça. Et, Bah oui, j'ai annoncé ce week-end mon passage en MMA. Il y avait pas mal de bruit qui courait, mais c'est bien d'avoir pu officialiser ça et mettre un petit peu les choses en ordre et clarifier pour la suite. Et tu peux nous dire dans quel orga s'est porté ton choix, du coup? Oui. Ceux qui ne le savent pas, il y en a qui... C'est vrai qu'il y en a qui ne le savent pas. Du coup, j'ai signé à Arès. Ça a été un choix mûrement réfléchi pour plusieurs raisons. La première, c'est vraiment ce retour à domicile qui m'était très cher et revenir boxer dans la capitale, retourner un petit peu les murs de l'Adidas Arena. Et la seconde, c'est juste que c'est une organisation prestigieuse, la meilleure organisation française, une des meilleures organisations européennes. Donc c'était pour moi un choix qui faisait sens. Quand on sera là pour voir ça, hein. Nora aussi, tu vas suivre ça de près? On va suivre ça de très très près, mais ça promet de belles choses dans la cage. Tu restes Barbosa pour l'occasion ou quoi? Principalement Alexis Nicolas et secondement Barbosa de mon surnom.
Ok, trop bien. Traditionnellement, on commence cette émission par un portrait chinois. Ça nous permet de rentrer un peu plus dans l'intimité et de découvrir notre invité. Donc j'ai une question à te poser. Si tu avais été une ville, quelle ville serais-tu? Je serais Dakar. Dakar parce que c'est une ville authentique, c'est le welcoming là-bas, c'est une terre d'accueil, la teranga comme on dit. Voilà, toutes les maisons sont ouvertes, on peut être amené à être partout, à dormir partout, à manger partout. Et ça, c'est beaucoup de partage et ça, je me retrouve beaucoup. Un peu la cour commune. C'est ça, quel quartier de Dakar? À la Médina. Parce qu'on est suivi au Sénégal ici. La Médina, là où mon père a grandi, là où voilà, j'ai fait aussi toute mon enfance, où chaque grande vacances, j'allais aussi là-bas. C'est très populaire, mais c'est là où tu sens vraiment le vrai, c'est authentique. Et d'ailleurs, je les salue tous parce que j'ai beaucoup de soutien de leur part à chaque fois que je combats. Un mot en Wolof pour ceux qui nous regardent? Jeff, merci du soutien. Voilà, ça sera partagé, entendu. À mon avis, comme Nicolas et comme Nora, tu fais attention un peu à ton look. Et j'ai cette question, si tu avais été une marque, alors peut être une marque de vêtements, une marque, peu importe. Ah, c'est une question qui est très dure. C'est une question difficile. Ah, c'est une question difficile parce que aujourd'hui, voilà, Paris, c'est capitale de la mode. Ouais. Il y a énormément de marques que j'adore, que j'aime beaucoup mettre. Mais je vais faire je vais en énerver. Je peux parler d'un groupe. Tu peux parler du groupe. On va dire le groupe LVMH. Voilà, comme ça, au moins, je me froisse avec personne. C'est jamais, il y a peut-être des sponsors qui peuvent... mais allez, une marque en particulier peut-être. Un petit... celle qui fait que... Allez, je vais faire la diff avec ça. Je sais que quand tu mets ça... Là, je suis beaucoup plus. J'ai un peu pris du recul. Je suis beaucoup plus quiet luxury. Okay. Voilà, où je veux pas que ça tout apparaisse, etc. Bon, là, pas aujourd'hui, mais voilà, j'essaie de faire quand même de plus en plus attention. Mais j'aime bien la marque Zegna, par exemple. Okay. Zegna, c'est italien, ça tape pas mal. Là, c'est sobre. C'est sobre. Boghetta aussi. Tu connais? Je connais bien. Fan de mode, Nora aussi peut-être. Un peu moins. Vous faites attention à votre style. Ça se voit. Ça se voit. Et par rapport à ça, justement, il y a des boxeurs qui peuvent... ça fait partie du style, du look. Le boxeur doit être classe. Il y a des boxeurs qui ont montré un peu la voie. On pense à Floyd, par exemple. Ça fait partie de l'attirail du boxeur. Je pense que ça a toujours existé. Un boxeur, il a envie d'être élégant, il a envie d'être beau à voir sur le ring et en dehors du ring. On fait un sport tellement dur, on prend tellement le coup qu'on a envie de se faire plaisir. Voilà, après avoir reçu notre bourse, on veut se faire plaisir les personnes qui sont autour de nous. Je pense que ça, c'est important. Et moi, je sais que je me sens bien. Quand je suis bien habillé, je me sens bien. C'est aussi quelque chose qui a toujours été en moi. Et depuis tout petit, c'est pas depuis que je fais de la boxe, là, depuis quelques temps. Non, ça fait vraiment très longtemps que j'ai toujours aimé la mode, les pièces de mode, être accordé, etc. Assister aux défilés et autres. Et ça a toujours été en moi. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire, ça. Et au-delà de ça, d'ailleurs, est-ce que... on avait posé la question à notre dernier invité, mais bon, il était mitigé sur ça. Si ça n'avait pas déjà été quelque chose pour lequel tu avais vraiment un goût pour, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que c'est quand même un vecteur par rapport à l'image d'un boxeur, que c'est très important par rapport à la communication et que ça fait vraiment partie des assets à avoir, justement? Bien sûr, je suis complètement d'accord. Ça fait partie... aujourd'hui, pour moi, un boxeur, un sportif, on est des produits. Un produit, il doit être visiblement beau et bon à voir. Et ça, c'est très important, même pour les marques, pour être attiré vers toi, pour se dire, OK, lui, on va peut-être bosser avec lui, on va le sponsoriser, on va l'inviter à tel ou tel événement. Ça joue énormément. Aujourd'hui, on ne peut pas se vendre que comme des sportifs de haut niveau. Il faut travailler tout ce qu'il y a autour, notamment l'image. Et être habillé correctement, ça fait partie aujourd'hui de l'image. Mais pas que, savoir parler. Bien sûr. Tout ce qui se dégage autour des sportifs, c'est très important. L'entourage aussi. Et ce que je dis à beaucoup d'athlètes qui me demandent des conseils, etc., parce que voilà, ça fait maintenant un certain temps que je suis dans le milieu, travaillez pas que dans votre sport, parce que voilà, vous allez vous entraîner, vous savez vous entraîner, travaillez autour de votre sport. Et ça fait toute la différence. Ouais. Et Souley, par rapport à ça, est-ce que dans tout ce travail à 360, tu es entouré dans ça? Est-ce que c'est un travail où tu le fais de toi-même déjà depuis petit, ou bien est-ce que tu as su t'entourer de personnes qui t'accompagnent? Et est-ce que tu peux nous en parler? C'est une très bonne question. En fait, moi, dès que j'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai eu beaucoup de propositions. Énormément de propositions, etc. Et ça a commencé à être lourd parce que quand on est en boxe olympique, il n'y a pas beaucoup d'argent.
tu as moins de 1 000 euros par mois et encore, je suis très gentil, tu as les aides perso, etc. Lorsque tu es qualifié aux Jeux Olympiques, c'est là où tu commences à avoir un peu d'argent, mais il n'y a rien du tout. Et lorsque j'ai fait ma médaille olympique, j'ai eu des propositions à plus 6 chiffres, etc. Et là, si tu n'as pas assez de recul, si tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi, c'est très, très, très compliqué. Et j'ai eu la chance d'être tout de suite très bien entouré. J'ai eu de très bonnes personnes autour de moi qui sont toujours présentes. D'ailleurs, toute mon équipe est toujours là. J'ai une très bonne avocate, Delphine Vereden, que je salue, qui bosse aujourd'hui avec Kylian Mbappé, qui bosse avec vraiment énormément de sportifs de très haut niveau. J'ai eu pas mal de conseillers, un comptable, expert comptable, etc. J'ai travaillé aussi avec des boîtes de com qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup accompagné. Et ça a fait tout de suite toute la différence. On a tout de suite voulu travailler autour de mon image, pas que du sportif, mais voir aussi ce qu'il y a à côté, ce qui va plaire aux gens. Le storytelling, il est très important pour les athlètes de haut niveau, et ça, on l'a tout de suite compris. C'est très important, et c'est une maturité, je pense, qui pourrait servir à beaucoup de nouveaux acteurs du MMA. C'est un sport qui est en train d'exploser, se développer. On a beaucoup de jeunes talents qui arrivent. Et c'est très important ce que tu dis, le fait d'être entouré, le fait d'avoir une équipe soudée et des gens qui conseillent, parce que ça aide, du moins, dans l'évolution. Et concernant la suite, toujours dans cet esprit de savoir qui tu es, si tu avais été un livre... Oula Si j'avais été un livre... En ce moment, je lis un livre qui est pas mal, qui s'appelle Relentless. Le fait de jamais lâcher, c'est en anglais. Be good to be great. C'est un livre de développement personnel. Et ça te montre qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens, en tant qu'athlètes, qui attendent que tout leur vient, on va leur faire une passe pour aller marquer, etc. D'autres qui vont prendre des décisions. Et d'autres qui se disent, c'est eux les décisions. Rien ne va se passer sans eux. Et ça pousse les sportifs de haut niveau à travailler sur ça, à se dire, OK, il faut que je sois acteur de ma propre carrière. Il faut que je fasse en sorte d'être le champion, mais pas que de se dire, je vais faire un championnat du monde. Parce que beaucoup, voilà, nous les Français, souvent on a une mentalité de, OK, j'ai fait le championnat du monde, j'ai juste fait, je veux participer, je veux avoir une chance mondiale. On se dit, moi, c'est pas ça. Il n'y a pas qu'une chance mondiale. C'est je veux gagner et je veux garder cette ceinture et je vais aller en chercher d'autres. Et ça, c'est notre mentalité. Et ce livre-là, vraiment, en ce moment, il est pas mal, je le lis et ça te booste beaucoup. Ça parle du basket, mais ça t'aide aussi dans la vie de tous les jours, même dans ta vie entrepreneuriale, etc. Ça aide énormément. Et est-ce que tu estimes que ça conforte une pensée que tu avais déjà, notamment par rapport à ce que tu as dit avec les JO, où tu as eu plein de propositions et tu t'es entouré très rapidement pour faire les bons choix, ou ça t'apprend encore de nouvelles choses, même toi à ton niveau actuellement? Ça apprend beaucoup de choses, ça rajoute pas mal de choses à mon arsenal. Et au-delà de tout ça, c'est que là, c'est du concret, c'est dans les plans de jeu, c'est dans le choix de tes équipes. Tu dois être entouré de personnes qui veulent réussir, ils veulent que toi, tu réussisses autant qu'eux. Et ils veulent tous se tirer vers le haut. Et ça, c'est important. Quand dans ton équipe, tu as quelqu'un qui te dit « tu vas prendre tel adversaire, ça va être dur », lui-même, il doute, c'est pas bon. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une équipe de gagnants, de winners. C'est ça, solide, cette mentalité de winner. Ça, c'est important. Ok. Et j'en profite pour rebondir, parce que c'est vrai que j'avais entendu d'autres athlètes témoigner par rapport aux Jeux Olympiques et aux post-Jeux Olympiques, où effectivement, au moment des JO, on peut avoir beaucoup de propositions. J'entends plus Nora que toi. Et avoir le soufflet qui retombe totalement et plus d'accompagnement du tout une fois que c'est passé. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer ou peut-être vivre d'une certaine manière ou pas? En fait, moi, j'ai la chance d'être dans un sport professionnel. Ouais. Donc, la suite logique, après une carrière en boxe olympique, c'est de passer pro. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de sports en France où ils n'ont pas ce côté professionnel. C'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont la vibe des Jeux Olympiques où toutes les marques sont là, sont présentes. Ouais. Et notamment là, c'était à Paris, donc les marques étaient très intéressées. Et d'un coup, lorsque les Jeux Olympiques l'euphorie des Jeux Olympiques, lorsqu'elle est finie, ouais. Les marques en général se désengagent. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais pareil, encore une fois, un conseil, c'est qu'il faut essayer de construire des choses avec les marques. Il ne faut pas laisser les marques dicter le ton, se dire, OK, je vais te donner tant par an, et puis voilà, tu fais ce que tu as à faire. Non, il faut essayer de travailler avec les marques. C'est comme ça que les marques vont être emballées à continuer de travailler avec toi. Une histoire à raconter, comme tu disais. Exactement. Je parle par exemple d'Under Armour. Under Armour, c'est un sponsor que j'ai depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que je bosse avec eux. Ils prennent très peu d'athlètes, mais vraiment très peu. D'ailleurs, ils commencent à se mettre au MMA là, au cas où. Ils prennent vraiment très peu d'athlètes. Et ce qu'on a fait avec Under Armour, c'est qu'on a construit quelque chose.
on construit quelque chose, pas que dans le sportif, mais aussi autour du sportif. Et ça, c'est très important. Et ça donne envie aux marques de se dire, OK, on va continuer à bosser avec lui parce qu'il fait parler de nous quand il combat, mais il fait aussi parler de nous en dehors de son sport. Il fait du social, il fait énormément de choses. Et ça, pour la marque, ça plaît énormément. Moi, je sais que dans le 19e, tout le monde est en Under Armour parce que, voilà, on fait énormément de choses là-bas et les jeunes kiffent la marque. Et derrière, la marque, elle explose. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler justement tout à l'heure. Une autre question, si tu avais été un combat. Un combat, à choisir un. Le tien, un des tiens, ou peut-être un combat que tu as vu, combat dont tu as été témoin. Arturo Gatti. Attends, j'oublie le nom de l'adversaire. Ça va me revenir tout de suite. C'est pas Ward. Ward, exactement. Arturo Gatti Ward. Pour moi, c'était un combat Dantes Mercier. C'était un combat de dingue. Connaisseur. Ils ne se sont pas lâchés du début jusqu'à la fin. Ils ont fait preuve de résilience sur tout le combat, toute la durée du combat, avec tout ce qui peut arriver à un sportif, blessure à la main, fracture, je tombe, je remonte, je lâche pas le morceau. Pour moi, c'est ça un sportif de haut niveau. Parce qu'on a beau être invaincu, etc., mais c'est quand tu tombes qu'on voit réellement qui est le champion. Okay. Et là, ils ont montré sur ces 3 combats que c'était des Warriors. Est-ce que je peux te poser une question parce que avant qu'on s'éloigne un petit peu trop loin du sujet, que les questions avancent, parce que moi, c'est une question que j'ai reçue, mais moi, j'ai pas fait un sport olympique, contrairement à toi, où justement, tu disais que la suite logique après les JO, une carrière amateur, c'est donc d'aller en pro. Mais du coup, il me semble que depuis 2017, vous pouvez faire des allers-retours et faire les deux. C'est-à-dire qu'une fois passé en pro, tu aurais pu continuer, parce qu'il me semble que tu étais capitaine de l'équipe de France, c'est ça? Et je pense que c'est un rôle super important. Enfin, moi, personnellement, quand j'étais en équipe de France, c'était des souvenirs, jamais été capitaine, mais c'est des souvenirs quand même incroyables. Et c'est une autre dimension, je trouve, que de porter les couleurs de la nation, que de se représenter un peu plus personnellement quand tu es en pro. Est-ce que pour toi, c'était trop compliqué, notamment, je sais pas, pour une histoire de format ou autre, de faire les deux, ou vraiment, c'était juste un choix personnel de dire que je veux être en pro et construire pour les raisons que tu vas nous dire. Alors, pour savoir, pour la petite histoire, je voulais faire les Jeux Olympiques de Paris en 2024. D'accord. J'ai commencé à être appelé en équipe de France, etc. Et malheureusement, je me suis fracturé la main en camp d'entraînement aux États-Unis et j'ai pas pu derrière aller faire le tournoi de qualif, etc. Il y a un autre boxeur qui s'est qualifié, mais oui, j'étais parti pour faire les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, faut le vivre pour comprendre un peu le truc. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Là, c'était à la maison. Voilà, fallait le vivre, le truc. Je les ai vécus indirectement parce que voilà, j'étais invité partout. Voilà, c'était exceptionnel. Mais c'est vrai que les Jeux, moi, pour avoir kiffé les Jeux Olympiques de Rio, 8 ans après, je me suis dit, voilà, il faut les faire, les Jeux Olympiques de Paris. Donc, j'aurais bien voulu les faire. Malheureusement, avec ton poignet. Voilà, ça ne s'est pas fait, mais si j'avais pu les faire, oui, je les aurais fait, je pense. Excuse-moi, c'est juste pour terminer, est-ce qu'il y a une complexité en boxe anglaise à proprement parler de faire des allers-retours entre l'amateur et le pro quant au format et quant à comment les comptes sont faits par les juges et tout parce que c'est vrai que j'ai remarqué que le public a beaucoup de mal à comprendre, et même nous, parfois, ça peut être un petit peu flou. Oui, mais si t'es amateur, t'es pas pro, mais du coup, il faut être amateur pour faire le format des JO. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, En fait, moi, je pense que le nom amateur, il va pas trop à la boxe olympique. Ils disent boxe amateur, mais c'est la boxe olympique. Aujourd'hui, il y a énormément de boxeurs amateurs qui sont meilleurs que une bonne même partie des pros aujourd'hui en France, hein, mais vraiment. Faut savoir que la boxe amateur, entre guillemets, boxe olympique, elle se professionnalise beaucoup. Le système de pointage, il est pareil que chez les pros. Maintenant, on a les bandages durs, on n'a plus de casque, etc. La seule différence, c'est au niveau du rythme. C'est comme comparer un sprint et un marathon. C'est 2 formats différents. En boxe pro, lorsqu'on est sur du très haut niveau, on est sur du 12 rounds de 3 minutes, tandis qu'au boxe olympique, on est 3 rounds de 3 minutes. Donc là, il faut aller chercher les points, il faut marquer le plus de touches. Voilà. Moi, la spécificité, c'est que j'ai gardé ce lien avec l'équipe de France. Je mets souvent les gants. Là, par exemple, lorsqu'ils préparaient les championnats du monde au mois de septembre, j'allais à l'INSEP cet été mettre les gants avec eux. Je garde ce truc-là où je mets les gants encore avec les jeunes. Ça me permet, moi, de rester actif. Je teste avec les petits jeunes. On ne sait jamais. Ils disent, OK, c'est Suleiman, il faut qu'on lui mette des coups. Ça me permet de maintenir mon rythme. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu ce côté-là. Et puis, la boxe professionnelle, je ne suis pas comme les anciens, ils disaient, OK, tu passes pro, tu dois être ancré au sol, tu bouges plus, tu tapes, etc. Moi, j'ai gardé cette fluidité où je bouge, j'essaie de faire le truc toucher sans se faire toucher. Et ça se ressemble beaucoup avec la boxe olympique. D'accord, merci.
Non, en réalité, la question que tu as posée, ça rejoignait celle que j'allais te poser. C'est est-ce que pour 2024, avec ton expérience emmagasinée en pro, tu te serais senti probablement plus à l'aise sur le circuit olympique du coup? Et quel aurait été ton état d'esprit justement en tant que combattant lors d'une Olympiade? Vu que je ne les ai pas fait, c'est très difficile de se dire j'aurais fait médaille, etc. Mais en tout cas, l'envie était là. Vraiment, j'en rêvais limite. Hein. L'envie, elle était là. J'y pensais vraiment beaucoup. Après, derrière, c'est comme ça. Pour moi, tout est écrit. C'est derrière moi. J'étais à fond derrière l'équipe de France. Ils ont fait une très bonne Olympiade. J'ai supporté énormément d'amis, même de d'autres sports, etc. Moi, j'ai kiffé le truc à ma façon. Et derrière, de se dire que j'aurais fait une médaille, je ne sais pas. Mais j'étais parti pour, oui, ça, c'est clair et net. Et tu as réussi à faire justement rapidement le deuil de ça un peu, parce que c'est quand même un gros pincement au cœur de se dire que j'aurais pu les faire, mais malheureusement, alors oui, tout est écrit en fonction des croyances de chacun, tu vois, mais toi personnellement, parce que ton sentiment, comment tu l'as vécu? Ce qui est bien, c'est que j'étais quand même très bien classé au niveau mondial. J'étais dans le top 2, j'étais top, je crois, numéro 2 mondial WBC. Donc je sais que j'avais une demi-finale mondiale qui allait arriver très rapidement. C'est pour ça que je voulais faire les Jeux Olympiques et derrière passer sur le circuit pro. Au final, je me suis concentré sur ma demi-finale mondiale. Ça s'est bien passé. Et maintenant, on a hâte de boxer pour la ceinture. Super. On a tous nos petits regrets avant de combattre. Si toi, tu avais été un rituel, ça aurait été lequel? Moi, j'essaie de sortir de ça pour être transparent. Mais j'aime bien qu'on mette la paire de gants droite en premier. D'accord. Et puis c'est tout. Sinon, le reste, c'est pas parce que là, je suis rentré par le pied gauche ou le pied droit ou truc. Non. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un cercle très restreint autour de moi. D'accord. Dans le vestiaire. Dans le vestiaire, dans le changing room, dans le vestiaire. Je fais attention à tout. J'ai un frère à moi qui garde ma bouteille d'eau parce que ça va très vite aux États-Unis. Ta bouteille, elle a disparu. Quelqu'un peut te mettre. On ne sait pas. Ça peut aller très très vite. C'est la boxe très haut niveau, ça peut être très vicieux. Bien sûr. Un truc pour aller aux toilettes, etc. Donc voilà, je fais très attention au cercle qu'il y a autour de moi. Et pareil, je garde la même force, la même énergie des gens qui sont positifs autour de moi. C'est tout. Le reste, je ne me pose pas de questions. Tant que je n'ai pas triché à l'entraînement, je me suis donné à fond. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout droit. Pas de je prends tel caleçon, tel short, telle paire de chaussures. Bon, honnêtement, très tôt, je me suis dit, il faut sortir de tout ça. Parce qu'après, le jour où tu n'as plus la même paire de chaussettes, c'est très compliqué. Bon. Après, attention, je ne blâme pas ceux qui ont ces entre guillemets, rituels-là. C'est comme ça, c'est en eux, si ça les aide. Voilà. Moi, personnellement, tant qu'on m'a mis la paire de gants par la main droite, main gauche, après, derrière, j'y vais. Un rituel Non, c'est pour ça que j'écoute attentivement Souleymane. Il faut savoir que je te suis depuis tout petit. Avant même mes débuts en boxe française, je regardais déjà tes combats d'anglaise, donc je l'écoute vraiment avec admiration. Et je me suis rapproché un petit peu de cette façon de penser-là où je favorise vraiment la performance, l'efficacité, en gros, lorsque je m'entraîne. Je laisse rien au hasard, mais j'essaie de vraiment sortir de tous ces petits rituels, parce que c'est des facteurs exogènes qui peuvent vraiment nous perturber inutilement. Complètement. Si tu avais été un héros Marvel ou un super-héros. Un super-héros, comme mon fils dirait Hulk. Ah, t'es Hulk. Ouais, Hulk, je pense. Pourquoi Hulk? C'est sa force, là, c'est la force, le fiston qui me dit papa Hulk, et voilà, c'est une petite dédicace, on va dire, au fiston. Peut-être aussi ce contraste entre le côté méchant, très fort, très puissant, et le côté très simple aussi dans la vie. Très gentil, ça peut être une belle comparaison. J'aimerais, Souley, que tu partages avec nous des modèles, des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours de vie, ton parcours sportif, des personnalités à qui t'ont donné envie d'être la personne que tu es aujourd'hui. Ça, je pense qu'avant de parler vraiment de grands noms, il y a des éducateurs qu'on ne salue pas assez, qui pour moi aussi sont aussi grands que des champions qu'on voit tous les jours à la télé. Ouais. Moi, quand j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans, dans le 9e arrondissement, je suis un éducateur qui s'appelait Ousmane, que je salue, avec qui je suis toujours en contact, et qui nous a tout de suite partagé les valeurs de la boxe, les valeurs de respect, de dépassement de soi, de confiance en soi. Et il voulait qu'on réussisse dans la boxe, mais aussi à l'école. Voilà, il essaie de nous faire comprendre pas mal de choses, etc. Moi, j'ai grandi dans le 19e. C'est pas un milieu facile dans le 19e arrondissement. Il fallait essayer de sortir un peu de tout ce qui est bêtises et tout. Et la boxe m'a imposé une certaine rigueur qui m'a permis, on va dire, d'éviter tous ces petits
tous ces petits soucis de jeunesse. Donc je salue déjà tous les éducateurs que j'ai eus en tant que jeune. Après, en tant que champion, pour moi, le champion qui m'a le plus inspiré, c'est Mohamed Ali. Et encore une fois, c'est pas que par rapport à ses résultats sportifs, mais par rapport à ses engagements en dehors de son sport. Le mec, il n'a rien fait, pourquoi vous voulez l'envoyer à la guerre? Il a pris des positions. Qu'est-ce que les Vietnamiens m'ont fait? Pourquoi j'irai à la guerre? Voilà. Ils m'ont jamais traité de... Exactement, ils m'ont jamais traité et autres. Et ça, c'est très important qu'un sportif, aujourd'hui, on est suivi. Il y a énormément de personnes qui nous regardent. Il faut prendre parfois des positions, pas forcément politiques, mais voilà, savoir prendre des positions pour montrer que voilà, on n'est pas là pour la guerre, on est là pour faire notre sport, pour procurer du plaisir. Et derrière, voilà. C'est un ancrage très local. Pour ceux qui connaissent un peu Paris et le quartier Stalingrad, c'est un quartier qui est socialement assez isolé. Il y a pas mal de problèmes liés à la drogue notamment et à la pauvreté, si je peux dire. Tu es assez engagé socialement parlant. Je crois qu'il y a une association, tu as une association aussi là-bas. Tu peux nous en parler? Oui, on a créé une association, c'était en 2011, secteur sport-éducation. Et le but, c'était vraiment d'accompagner et d'aider les jeunes dans le sport, mais aussi l'éducation. On a vu énormément de talents gâchés dans le 19e, énormément de footeux qui étaient promus pour être footballeurs professionnels, etc., qui malheureusement sont tournés vers l'argent facile. Et ça nous a fait mal parce qu'on a eu beaucoup de cas comme ça, des mecs qui devaient signer au PSG, dans pas mal de centres de formation, et qui malheureusement se sont fait influencer, ils sont allés vers l'argent facile. Et c'est pour ça qu'on s'est voulu vraiment ambassadeur de bonne cause, leur montrer que il y a le sport, il y a aussi l'éducation, c'est quelque chose de très important. Donc ça passe par la mise en place d'entraînements sportifs, de soutien scolaire. On en fait pas mal, on fait beaucoup d'entraînements avec des mamans, des plus jeunes, etc. Et ça, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, on le voit, le 19e, il y a énormément de talents. Notamment en tant qu'artiste, il y a énormément de rappeurs, de jeunes talents, de footballeurs. Il y en a énormément, notamment en équipe de France, un peu partout. Et on a beaucoup de talents dans le 19. Il y a beaucoup de talents. Et c'est cosmopolite, le 19e. Il y a de tout. Et pour moi, voilà. Nous, en tout cas, moi, je sais que je suis très suivi dans le 19e. Ils me donnent énormément de force. À chaque fois que je combats, ils se déplacent partout dans le monde pour me soutenir. Et je me dois au minima de leur donner ça. Leur donner ça. C'est très important, le fait de dissocier les deux. C'est vrai que l'environnement dans lequel on évolue, ça nous impacte. Et quand on est un sportif qui est en pleine construction, un jeune, si on fait pas attention on s'occupe que du côté sportif, on oublie aussi que le côté environnemental, les amis, l'entourage, la localisation peut avoir un impact. Je pense que c'est important d'entourer ces jeunes-là et de les accompagner dans ces trucs-là, parce que parfois il y en a qui sont perdus, ils savent qu'au sport c'est bien, mais une fois qu'ils sont chez eux ou une fois qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ça devient plus compliqué. Il y a surtout le quotidien. C'est souvent familles nombreuses, c'est compliqué, il y a énormément d'enfants qui sont plus ou moins délaissés. C'est parfois très compliqué, on ne se rend pas compte, mais pour les parents, c'est compliqué, surtout avec la nouvelle génération. Faut suivre tous les enfants, les réseaux sociaux, ce qui se passe à côté, avec qui ils traînent, son entourage, etc. C'est très compliqué. Donc nous, c'est important qu'on soit vraiment investi dans le 19e. Et ce qui est bien, c'est que ça a aussi créé beaucoup de vocations. Moi, j'ai énormément de jeunes qui, aujourd'hui, sont diplômés, ils ont des BPGEPS, ils donnent des cours dans le 16e, un peu partout dans les beaux quartiers de Paris. Ça, c'est une réussite pour moi aussi. D'autres qui sont mis dans la compétition, d'autres qui ouvrent leur salle, etc. Ça, c'est une réussite aussi pour moi. Donc, le fait d'en avoir attrapé 2, 3, 4, 5, allez, une dizaine, qui ont pu se construire par rapport au sport et délaisser tout ce qui est argent facile, vente de drogue, la fumette, etc., pour moi, ça, elle est là, la vraie réussite. C'est une force que d'être un exemple. C'est une force, mais aujourd'hui, Alexis aussi, c'est une force, Nora aussi, c'est une force pour énormément de gens, de jeunes qui nous suivent, bien sûr, parce qu'ils nous donnent de la force indirectement. Ils nous donnent beaucoup de force, ils sont derrière nous, et ça, on ne se rend pas compte souvent quand on combat, ah merci, tu m'as fait kiffer, mais ils ne se rendent pas compte de eux, la force qu'ils nous donnent. Les réseaux sociaux, il ne faut pas croire, on les voit les messages, même si parfois on ne répond pas parce que voilà, on est noyé de messages, on les voit les messages. Et quand tu reçois des messages positifs, bien sûr que ça fait plaisir. Ça donne énormément de force. À propos de force, il est l'heure de tester un peu la force de chacun, voir s'il y en a qui évoluent. Et surtout, on va voir c'est quoi la force. Génial. Souley. Moi, j'ai le main en carton. Ce petit test. J'ai entendu parler de ça, de hand grip. La bonne. Je te laisse commencer, Nora. Ah non, vous allez tous me... Vas-y. J'ai entendu un truc craquer, j'espère que c'est pas ton poignet.
36 ans, écoute. 6. Là, pas mal. Monsieur Barbeau. On va voir ce que ça donne. Hein. Start. 52-1. Waouh, ça met la surprise, ça. Je sais pas, pas mal. On va tester, hein. Je suis la main. Enfin, ça glisse. Oh, même moi, ça a craqué. J'espère que c'est ma colonne vertébrale et pas ma main. Oh. 54-6. Excuse-nous. 54-6. Ça, c'est le poulet d'hier soir. Allez, Soulé, à toi. Je vais être pour 60. Pouf. Ah là là. C'est combien là? Écoutez, il y a des champions, il y a les gens ordinaires. Je fais avec la main gauche Hein en plus. 62-1. Respect. Ah, respect. Pronostique bien, moi, je trouve. Respect pour la force. Tu fais de la muscu aussi ou c'est même pas Pas trop de muscu. Pas je fais trop beaucoup de travail, voilà, de renfort musculaire, etc. Mais prépa fille et autres, mais muscu 100%, non, c'est très rare. Très, très, très rare. Moi, je travaille autre chose. J'essaie de chercher d'autres trucs. Par exemple, neurocognitive, etc. Ouais. Je fais beaucoup de travail comme ça. Je fais vraiment du renforcement musculaire spécifique à moi. En fonction de mon corps, en fonction de comment je réagis, en fonction de ma posture. J'essaie de faire des trucs assez poussés pour travailler pour moi et pas un truc... c'est vraiment individualisé. Et du coup, en termes de préparation physique, tout ce qui est par rapport à la force et tout, c'est vraiment quelque chose finalement que tu as laissé de côté où tu fais vraiment de la prépa intégrée ou toi, comment tu t'y... En fait, j'ai plusieurs phases. Ça, tout dépend du combat. J'ai plusieurs phases. Ouais. Donc, il y a une phase, oui, prépa, force, Ouais. etc. Ok, donc, puis ouais, la tu comprends. endurance. Et puis voilà, plus on avance dans le temps, plus je vais être vraiment sur l'explosivité, vitesse Oui, explo. ouais, bien sûr. Et, mais là, j'ai complètement décalé un peu ce que je faisais. D'accord. Je travaille spécifiquement sur moi avec une femme avec qui je bossais il y a plus de 10 ans. D'accord. Je me suis remis à bosser avec. Génial. Et ça se passe très bien. Super. J'aimerais maintenant qu'on plonge un peu dans le passé et que tu nous parles un peu de ton enfance au Sénégal. Tu es né à Dakar et plonge-nous dans tes souvenirs d'enfance et rappelle-nous comment était la vie à ce moment-là, si tu as des souvenirs, des anecdotes à nous raconter. Oui, moi je suis né au Sénégal. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Donc il n'y a pas trop de souvenirs, mais voilà, je sais que ça se passait bien. J'ai toujours eu une bonne famille, assez stable, etc. Et ça, je pense que dans le développement, ça aide énormément. Et j'ai toujours, en tout cas, gardé les racines avec le Sénégal. C'est très important. Et mon père a toujours voulu qu'on garde des racines avec le Sénégal. Donc chaque année, les grandes vacances, on repartait à chaque fois 2 mois pendant les grandes vacances pour garder cette culture, pour garder ce lien avec la famille, avec la culture et la langue, le langage et tout. Et aujourd'hui, je suis toujours accroché au Sénégal. Pareil, j'ai l'assaut là-bas. Je fais énormément de projets sur place. Pour moi, c'est pareil, c'est très important. C'est humanitaire, boxe, sportif, humanitaire, sportif. Là, ils ont inauguré une salle, Souleymane Seko avec la Fédé. Je fais énormément de choses avec la Fédé, avec le comité olympique, avec des jeunes aussi qui s'entraînent dans la rue au Sénégal. Alors, je fais pas mal de choses. Et j'y vais 1 à 2 fois par an au Sénégal, parce que voilà, je suis toujours très ancré là-bas. Je fais pareil, je fais beaucoup de choses sur place. En lien avec d'autres, comme tu dis, d'autres acteurs sur place. En lien avec salle de d'autres boxe à son nom, c'est un bel hommage. Hein. C'est un bel hommage, ouais. J'étais très content en salle de boxe. Je travaille beaucoup avec les lutteurs aussi là-bas. On fait pas mal d'échanges. Lorsque je vais là-bas, on travaille sur l'anglaise. Ils viennent là, dans pas longtemps, ils vont venir aussi ici s'entraîner. Une dizaine de lutteurs sénégalais. Voilà, on s'entraîne ensemble, on fait pas mal de prépa ensemble. Et ça, c'est important, des échanges comme ça entre des lutteurs et moi, et mon équipe plutôt. C'est important pour toi de cultiver ce lien avec l'Afrique. Peut-être que tu as des enfants. Là encore, tu transmets ce lien, les racines, l'importance de garder le lien avec les origines. Bien sûr. Pour moi, la culture, c'est une richesse. Et il faut vraiment le prendre comme une richesse. Et pour moi, c'est d'avoir une double culture, une triple... C'est très, très, très important. Il faut prendre ça comme une force, comme un plus. Et oui, moi, mes enfants, je les ramène aussi au Sénégal. Ils découvrent un peu, je leur montre pas mal d'images, etc. Et ça, c'est très, très, très important.
Et comme je l'ai dit encore une fois, j'ai beaucoup de force du Sénégal. On m'en voit énormément, pas que au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Vraiment, pour moi, c'est toute l'Afrique dans sa globalité où on me donne l'âge que tu mets. D'ailleurs, ce que je voulais dire, mais ce check, c'est que tu as eu l'opportunité, je voulais rebondir sur ça pour rappeler cette demi-finale à Malabo, en Guinée équatoriale. Et l'occasion, l'opportunité en tout cas de combattre sur le continent, ça aussi, ça fait partie des choses que tu voulais mettre en place. C'est toi qui a œuvré en tout cas pour que ce combat se fasse là-bas? C'est ça. En fait, lorsque je suis passé pro, j'avais plusieurs ambitions, et dont un de boxer en Afrique. Pour moi, je voulais absolument boxer en Afrique au moins une fois. Et on a réussi à organiser une demi-finale mondiale là-bas. Donc il faut le faire, il faut gagner face aux Américains, parce que mon boxeur, voilà, mon adversaire. Voilà, il s'entraîne aux États-Unis, sa boîte de promotion américaine, il fallait poser de l'argent sur la table, gagner face aux Américains et avoir tout ce challenge-là d'organiser en Guinée équatoriale. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. Les Américains étaient entre guillemets sur le cul, ils étaient vraiment agréablement surpris de l'organisation. Tout s'est très bien passé sur place. On a eu des appuis solides sur place et ça a fait toute la différence. Et aujourd'hui, oui, je pense que je reboxerai même en Guinée équatoriale. En tout cas, c'était une réussite. Et à Dakar, peut-être? À Dakar aussi, c'est dans les papiers, on en parle un peu. Pas tout dire maintenant? On ne peut pas tout dire, mais oui, c'est dans les papiers. Après, voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais l'idée, en tout cas, d'avoir pu boxer en Afrique, ça, c'était exceptionnel. Parce que là, tu sens le peuple. Tu sens le peuple qui est là, qui crie, qui est derrière toi. Moi, il y avait des affiches de moi partout en Guinée équatoriale, à Malabo. C'était exceptionnel. Et ils étaient tous derrière moi, de la femme de ménage mais vraiment tout le monde. Et tu te sens porté. Et tu te dis, ah ouais, là, faut pas que je me rate. Faut pas que je me rate, faut vraiment que je donne tout. Et c'est une force. Ça t'a donné une énergie incroyable. Alors, je ne sais pas si tu t'es senti ou pris peut-être pour un Mohamed Ali qui retourne en Afrique pour combattre, parce que ça a été légendaire, hein, ce combat à Kinshasa. Et tu en as parlé aussi comme étant un de tes modèles. Pour la suite, est-ce que tu as pu être au contact au pays, d'aller dans les salles sur place, voir un peu, prendre la température locale sur la boxe, se dire ok, la boxe en Afrique c'est vraiment en place? La boxe en Afrique c'est vraiment en place, il y a énormément de choses qui se passent en Afrique autour de la boxe. On a énormément de combattants, on a énormément de talents. Le seul truc c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas assez de moyens. C'est parfois compliqué pour eux de s'entraîner et puis d'ailleurs de subvenir aux besoins de leur famille. Mais oui, on le voit au Sénégal, ils sont athlétiques, un peu partout en Afrique, ils sont tous très athlétiques, très forts. Et ça, je pense que ça fait la différence. Ils ont juste besoin de plus de moyens. Et c'est là où on essaye d'aider, de donner du matériel ou de mettre en place des stages, des camps d'entraînement pour essayer de les faire évoluer. Et la formation aussi, pour moi, elle est très importante, la formation en Afrique, de pouvoir former les combattants, mais aussi de pouvoir former les coachs, les juges-arbitres. Parce que plus on aura des juges-arbitres qui sont compétents, plus on aura de compétition. Et ça, pour moi, c'est important. Toi, en post-carrière, c'est quelque chose qui t'intéresse d'aller peut-être, je ne sais pas, ouvrir des choses en Afrique, peut-être pas forcément au Sénégal, mais construire quelque chose, centre de formation ou autre Ça se fait déjà, je le fais plus ou moins déjà avec pas mal de fédérations en Afrique avec lesquelles je bosse, où on essaie d'envoyer des gens ici avec l'aide de la Fédération française de boxe qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne beaucoup, avec le président Dominique Natlo qui vraiment fait beaucoup, où on envoie des gens pour aider là-bas, sur la formation, sur la mise en place des compétitions. Ouais. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. D'accord. Et on peut le voir que tu es en train de bosser sur la formation, mais avant même cette casquette de formateur, je te trouve très fédérateur. Et je trouve ça beau parce que tu es un champion sur le ring. Merci. Et un champion de la vie et un enfant du monde, si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu as ce rapport-là à l'Afrique, tu as ce rapport-là à la France dans le 19e, tu as cette terre aussi, ce rapport aussi aux États-Unis. Et je trouve ça vraiment fort et respectable de pouvoir justement être un point central, un point d'union pour le monde et respect pour ça. Merci. Est-ce que tu as déjà boxé dans le 19e? Ah oui, j'ai boxé, j'ai fait mon championnat de France au Zénith. Ouais. Ah, dans le 19e. J'étais en main event, c'était exceptionnel, c'était full capacité et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, ça m'a... j'étais porté par tout le public et en plus c'était à une période où c'était un peu compliqué dans le 19e même, où il y a eu un jeune qui s'était fait tirer dessus et l'autre qui était... C'était une période très compliquée pour le 19e arrondissement. Et d'avoir boxé, d'avoir réuni des gens de tel quartier du 19e, et d'avoir pris le micro et d'avoir derrière eu un discours très poignant,
Ça avait beaucoup plu, je me rappelle. Et c'est ce que je trouve fort à travers ce sport qui est la boxe, qui est un sport qui peut paraître violent, mais avec des acteurs comme toi qui, malgré un sport violent, qui prône autant l'amour. Et je trouve ça vraiment, vraiment fort et admirable et on en a besoin. Pour ma part, quand tu parles du 19e, en tant qu'enfant du 20e arrondissement, je vois très bien ce que tu veux dire. Et on avait besoin de personnes comme ça qui nous apprennent à patienter. Parce que lorsqu'on s'entraîne matin et soir depuis très jeune et qu'on nous propose des sommes astronomiques pour des actes qui peuvent paraître très faciles, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, si je parle de ma carrière, et je pense que pour la carrière de tout le monde, c'est vraiment au bout de 13 années que j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais aller dire ça maintenant à un jeune qui commence les sports de combat, t'inquiète, attends, dans 13 ans, tu pourras gagner, pourquoi t'acheter une paire de chaussures ou quoi. Donc on a besoin vraiment de ces facteurs exogènes et pour pouvoir vraiment patienter et performer sur le long terme. Souley, en comparaison, on a parlé de Malabo, d'une possibilité de combattre à Dakar, de ce combat dans le 19e, mais tu as boxé à la cathédrale, à la Mecca, au Madison Square Garden. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça paraît, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel d'avoir boxé là-bas. Ne serait-ce que pour un boxeur de se dire je boxe au Madison Square Garden, c'est dingue. Tu rentres dans l'arène, tu vois tous les grands champions qui sont passés par là. C'était top. En plus, c'était en sous-carte d'Anthony Joshua face à Andy Ruiz. C'était son premier combat, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Moi, j'ai kiffé le moment. J'ai kiffé le moment, Madison Square Garden. Derrière, j'ai boxé au AT&T Stadium devant 70 000 personnes. Aussi. À Dallas, c'était exceptionnel aussi. Et là, il fallait être fort mentalement aussi, de voir autant de monde. C'est vrai que les proportions dans les stades aux États-Unis. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, mentalement, tu peux vite sortir de ton combat. Donc ouais, non, j'ai kiffé. Moi, les États-Unis, c'est vrai que là-bas, c'est l'entertainment, tout est en grand. Et puis, les sports de combat, c'est aimé là-bas. C'est un public connaisseur qui, lorsque tu fais un mauvais combat, vont te critiquer, mais lorsque tu fais un beau combat, ils sont derrière toi et tu gagnes énormément de fanbase aux États-Unis. Ah bah justement, moi j'ai une question par rapport à ça quand tu parlais du fait de sortir de son combat. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi le facteur le plus compliqué à gérer par rapport à ça justement? Qu'est-ce qui encore à ton niveau, avec ton expérience, tu mets un point d'honneur à vraiment te dire faut que je fasse attention à ça, sinon ça peut être pas une faiblesse, tu vois, mais en tout cas quelque chose d'encore un peu dérangeant, si je puis dire. Personnellement, je suis assez bien organisé. Ouais. Donc j'ai vraiment toute une équipe, l'autre qui gère les places. Moi, je connais énormément de combattants. Quelques heures avant leur combat, on va leur envoyer des messages. Et je veux telle place, je veux des petits stress comme ça, ou même de la famille. Lui, il n'a pas eu sa place. Ou ça peut... Oh, t'as pas... Voilà. Non, t'as pas. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être entouré, d'avoir une bonne équipe. Chacun a son rôle, chacun gère tout ce qu'il y a à gérer. Et voilà, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire en sorte en tout cas, qui peuvent faciliter ou pousser vers une sortie de combat. Mais moi, j'essaie vraiment de m'éloigner de ça. C'est tunnel zone, le téléphone, il est éteint et je suis dans mon fight. Et les arènes, quel que soit le nombre de personnes qui t'attendent, ça a encore quelque chose d'impressionnant pour toi? C'est impressionnant. Ouais, on a beau le dire, on a beau se l'imaginer, c'est impressionnant. Moi, je me rappelle lorsque je suis arrivé au AT&T Stadium à Dallas. Donc au moment de rentrer sur le ring, je lève la tête comme ça et je voyais des gens à perte de vue. Je dis oh là là. Non mais j'ai une petite panique. Bah oui, normal. Je dis Souleymane, reste focus, reste dans ton combat. Heureusement, j'ai eu cette voix dans la tête, cette lucidité qui m'a dit génial. Souffle un bon coup. J'ai fermé les yeux, j'ai soufflé un bon coup. Je dis vas-y. T'as réussi à te recentrer tout de suite. J'ai réussi à derrière me refocus. Mais c'est pas facile. Ouais, bah ouais. Parfois, c'est vraiment, vraiment pas facile. T'as combattu plusieurs fois devant autant de monde, enfin 70 000 personnes, c'est énorme quand même. C'était la première fois. C'était en sous-carte de Canelo Alvarez. J'étais en co main event, donc c'était vraiment blindé. Et très belle position sur la carte, j'ai envie de dire. Très belle position sur la carte. Avec une certaine pression, du coup. Avec une pression, parce qu'il y avait une ceinture en jeu, etc. Donc, c'était un vrai challenge. Mais ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, je le prends vraiment. Ça fait partie de l'expérience, c'est une force pour moi aujourd'hui. Là, on me met partout, je n'ai pas de problème à boxer, peu importe le lieu. Et à ce moment-là, quand tu combats, est-ce que pour toi c'est important, parce que c'est vrai que moi c'est encore une question que je me pose par moment, de vraiment de faire plaisir à toi et de surtout rester bien dans le game plan comme tout était prévu et compagnie, ou c'est aussi quelque part faire plaisir au public, donc comment tu... Je pense qu'il faut trouver un juste milieu dans ça, parce que le public il va toujours
Bien sûr, ils payent un billet, c'est pour voir de l'entertainment, voir des chaos, voir énormément de choses. Mais il faut trouver le juste milieu. Parce qu'en voulant parfois trop en faire, on peut se faire contrer et puis derrière on se retrouve au sol. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Mais on est là pour faire du divertissement, il ne faut pas l'oublier. On est là pour faire du divertissement. Après, certains vont plus apprécier telle ou telle boxe, une boxe plus offensive, l'autre une boxe un peu plus défensive. Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Mais il faut faire du divertissement. Tu parles de divertissement et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites en ce moment sur la boxe, comme quoi la boxe serait morte, entre guillemets, dépassée par d'autres sports. C'est quoi ton retour là-dessus? Tu penses qu'il y a des choses, il faut garder en tête que oui, il faut divertir les gens, ou le sport avant tout, il faut rester mesuré d'une certaine manière. Il y a pas mal de mots, de choses qui se disent en ce moment par rapport à ça. En toute transparence, moi je ne pense pas que la boxe est morte et je ne pense pas que la boxe va mourir de sitôt. C'est un sport qui est là depuis le début. On parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure, etc. Faut juste qu'elle se renouvelle parce qu'elle est vieillissante. Le MMA, ce qu'ils ont réussi à bien faire, donc de un, c'est nouveau. Il n'y a pas 10 000 ceintures, etc., comme sur la boxe anglaise, où il y a 4 fédérations majeures, où on peut être là tout autour de cet octogone, être tous champions du monde. C'est là où c'est compliqué. Donc on se dit, voilà, Alexis est champion du monde, Aurel est champion du monde, Malik est champion du monde, et je suis champion du monde. Mais c'est qui le vrai champion du monde? Donc voilà, c'est parfois très délicat aux yeux du grand public, mais il y a beaucoup plus d'argent dans la boxe que dans les MMA aujourd'hui. La boxe continue à faire remplir. On l'a vu depuis les Saoudiens, là, il y a beaucoup d'unification de ceinture aussi. Donc non, la boxe, pour moi, elle se porte très bien. Il y a beaucoup de transitions entre le MMA à la boxe anglaise, des combattants de MMA qui se mettent à la boxe anglaise, des entre guillemets youtubeurs qui se mettent aussi à la boxe anglaise. Il y a beaucoup de divertissement. Il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup d'argent. La boxe anglaise a toujours marqué, a toujours traversé les générations et ça ne va pas s'arrêter comme ça. C'est vrai qu'en France, on parle beaucoup plus du MMA. Là, c'est la vibe du MMA. Mais la boxe est toujours là. Regarde, on le voit dans le classement WBC. Il y a 5 à moins de 10 boxeurs français qui sont dans le classement WBC. C'est l'une des ceintures les plus prestigieuses au niveau mondial. Donc oui, la boxe se porte bien. La boxe anglaise se porte bien. On a énormément de champions en France. C'est juste que les médias se sont un peu désavoués de la boxe anglaise. C'est ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Mais sinon, non, je pense que la boxe est toujours là. La transition, en tout cas, est toute faite. J'avais 2 questions pour toi. La question gingembre et la question bissap. Je vais commencer par la question gingembre parce que tu m'as tendu la perche. Anthony Joshua face à un youtubeur dont tu parlais, Jack Paul. Ça t'évoque quoi, toi? Pour toi, c'est un bon move? C'est quelque chose que toi, tu aurais pu faire? Ou parce qu'Anthony Joshua, on peut dire quand même qu'il a sa carrière, elle est pas derrière lui, mais il a accompli de grandes choses. Peut-être qu'il peut passer à autre chose. Toi, tu penses quoi de tout ça? Je pense que la boxe a besoin un peu de ça aussi. On a besoin de ça, on ramène un nouveau public, un public qui ne s'intéressait pas forcément à la boxe. La boxe a besoin de ça parce que, comme on dit, voilà, c'est un peu plus compliqué pour la boxe, etc. Après, Anthony Joshua, de faire ça, je pense que tous autour de cet octogone, encore une fois, on l'aurait accepté pour 100 millions. Oui. On aurait tous dit oui pour 100 millions et encore 100 millions hors pay-per-view, etc. Donc on aurait tous accepté ce combat-là. Lui, je pense que ce combat, il le prend comme ça. C'est un combat d'échauffement avant de pouvoir prendre un Tyson Fury en 2026. Et la question gingembre, bissap, pardon. Finir invaincu, c'est un rêve pour toi ou non, toi, tu es là pour faire des beaux combats, des gros combats et la défaite, ça fait partie du chemin du combattant. En fait, aujourd'hui, c'est très biaisé la boxe anglaise. Depuis que Floyd Mayweather a plus ou moins mis ça en place, on veut tous avoir un palmarès invaincu, etc. Mais moi, je suis sportif. Tu peux tomber sur plus fort que toi. Tu peux avoir un coup de moins bien, etc. Ça fait partie du sport. Et je trouve ça très dommage, d'ailleurs, que les gens ne donnent pas de force à ceux qui ont été invaincus et puis derrière ont eu une défaite. Ah, voilà, on avait dit, ah, il était nul, ah, si, ah, ça. Donnez-lui de la force. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de plus de force. C'est dans les défaites où on a encore besoin de plus d'encouragement, de plus de force pour se relever. Et c'est là où tu fais le vrai champion. Tu vois, c'est là où le vrai champion naît. Et puis derrière, on en a connu. Canelo, lorsqu'il a perdu face à Floyd Mayweather, il a été meilleur. Donc on apprend de nos défaites. Parfois, on apprend beaucoup plus en perdant qu'en gagnant. Donc pour moi, c'est pas l'idéal de se dire, oui, voilà, je suis sorti invaincu, etc. Une défaite, ça peut arriver. Et c'est comme ça, c'est le sport. Mais l'essentiel, c'est de continuer de se battre. C'est ça qui fait la différence.
Et du coup, enfin pour rebondir, parce que bien évidemment, je pense qu'on était plusieurs à vouloir poser cette question concernant tout ce qu'il y a avec Jake Paul, donc un YouTuber qui vient, voilà, enfin je sais pas, t'as pensé pareil par rapport au fait que Mike Tyson, même si on se dit effectivement lui c'est bon, bah il a plus rien à prouver de par son parcours, donc effectivement quand il y a a bag, comme on dit à la clé, bah, il y va pour le prendre. Pour toi, ça ne fait que du bien en ramenant un nouveau public? Ça fait pas un peu de mal à la boxe anglaise quand même? Mike Tyson, pour moi, il n'aurait pas dû accepter ce combat et faire ce combat. Là, ça fait plus de mal qu'autre chose. Au-delà du public, mais même lui, à son image, à sa notoriété, à la légende, à sa legacy. Franchement, je trouve ça très, très dommage qu'il ait accepté ce combat-là. Surtout face à, entre guillemets, un jeune comme ça qui vient de nulle part. J'ai trouvé ça très, très, très dommage. Après, Tyson, ça reste Tyson. Ça ne va pas enlever son palmarès et la légende que c'est. Mais pour moi, c'est pas top. Mais un Anthony Joshua, voilà, ça va faire du bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Jake Paul, vu qu'il parle beaucoup, voilà, tombe et autres. Je ne connais pas l'issue du combat, mais je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir ce combat-là qu'un Tyson face à un jeune comme ça. Tu dis que tu ne connais pas l'issue? Il y a un Tyson Mayweather qui se profile là. Ouais, en Afrique d'ailleurs. J'ai entendu parler de ça. Tu payes ta place pour aller voir ça ou tu... Allez, dis-nous. Je ne sais pas si je paye ma place pour aller voir ça, je pense pas. Pour être transparent, je pense pas. Parce que moi, je sais qu'ils font ça pour l'argent aujourd'hui. Et ça va pas être le vrai Mayweather ni le vrai Tyson. Il y a tout un truc derrière. Mais des fans, des fanatiques de la boxe veulent voir ce combat-là. L'autre, c'était un poids lourd, l'autre, c'était un poids welter. Il y a toujours eu des petites tensions entre Tyson et Floyd Mayweather, où Tyson le taquinait un peu. Ouais, lui, voilà, il fait que de bouger, ou lui, ci, lui, ça. Il y a toujours eu ce petit truc-là. Donc, ouais, why not? Mais aller de là à payer ma place... Attention, je vais payer beaucoup de places pour aller voir des combats un peu partout dans le monde. Mais de là à aller voir Tyson face à Floyd Mayweather, je pense pas. Quand tu dis que tu connais pas l'issue, tu peux pas dire l'issue sur un Joshua Jake Paul. Enfin, tu le penses sincèrement qu'un YouTuber enfin, ok, je le présente comme ça, mais moi, je suis biaisé, on va dire, par rapport à ça, parce que Pour moi, c'est devenu un vrai boxeur, Jake Paul. Et tu penses vraiment qu'il a ses chances contre Anthony Joshua? Je dirais pas qu'il a ses chances, mais je me dis, lorsqu'il y a autant d'enjeux, il peut y avoir des trucs derrière. Mais justement, c'est là où je voulais en revenir. Et est-ce que justement, par rapport à l'image pour la boxe, vraiment la boxe, c'est pas quelque chose qui, enfin, sachant que on sait que ça, peut-être ça existe un petit peu depuis la nuit des temps, mais c'est pas quelque chose qui te... Après, ça a toujours existé. Ouais. Ça a toujours existé, même en boxe olympique, ce sont des choses qui existent. Ouais. Moi, j'ai déjà fait une compétition en Russie où on m'a dit oui, je te donne le cachet laisse-le gagner, je te donne son cachet. Ça a toujours existé. Après, je pense pas qu'ils en sont à là, mais peut-être qu'il y a des clauses qu'on n'a pas forcément conscience de. Ok, s'il tombe une fois, c'est bon, fais attention et autres. Ça, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais si on est dans la réalité des faits, pour moi, il fait pas 2 rounds. Ça ne sera pas une exhibition, ce sera un vrai... Non, ils ont dit que c'était un vrai fight. Parce que j'ai compris, c'était un vrai fight. La question. Donc, si c'est un combat qui, pour moi, ça fait pas 2 rounds. Et malgré qu'on a Anthony Joshua qui est blessé, qui a des problèmes au coude, etc., qui n'est pas à 100%, qui a eu 3 semaines entre guillemets de préparation, mais pour moi, ça fait pas plus de 2 rounds. Mais par contre, Jake Paul, il s'est pris au sérieux. Lui, c'est quelqu'un qui dépense 200 000 par camp d'entraînement. Pour dire un peu le truc. Il fait venir des vrais sparring, des professionnels. Là, il a fait venir quasiment tous les meilleurs poids lourds dans son camp d'entraînement. Il est très, très, très professionnel dans son approche, dans sa façon de préparer ses combats. Donc, tu penses qu'il a vraiment rattrapé un certain retard? Oui, mais on le voit même dans sa boxe. Moi, je le vois même dans sa boxe. Là, il a une non, c'est jamais, non, c'est jamais vu. Je sais mais que tu t'entraînes du côté des États-Unis, à San Francisco. Tout ça. Non, on s'est pas croisés. Mais là, la dernière vidéo qu'il a faite, par exemple, au sac, sur la technique, sur sa façon de se déplacer, sur la façon de donner des coups, tu vois que le mec, il est pas novice. Il sait boxer. Et beaucoup le disent. Moi, il y a Laurence Okoli qui a été champion du monde dans la catégorie cruiserweight, donc les 90 kilos, qui est en camp d'entraînement avec lui, qui dit, voilà, quand il met des coups, tu sens que le mec, il frappe. Pourtant, le mec, il est champion du monde, il a fait les Jeux Olympiques, etc. Donc, on a dit beaucoup de choses. Il est temps de passer à la minute de repos. Enfin, nous, on va se reposer, mais toi, tu vas devoir répondre du tac au tac. Ok, assez rapidement. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Allez, go. Boxe cubaine ou boxe américaine? Boxe cubaine. Pizza ou sushi? Sushi. Séjour à la ville ou séjour au village quand tu vas au pays? Ville. Musique ou furie? Musique. PSG, OM. PSG. Crawford ou Canelo? Crawford. San Francisco ou Dakar? Dakar. Jab ou direct du bras arrière? Jab.
Muscu ou cardio? Cardio. Sac ou patte d'ours? Patte d'ours. Tiep ou mafé? Tiep. Team Tiep. Ok. Et il a fait ça en 30 secondes. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation, j'aime bien. Il n'a pas hésité. Ah là, j'étais sûr de... Donc Tiep plutôt que... Ah oui, le Tiep, c'est... Surtout celui de la maman, c'est toujours le meilleur. Le Tiep Boudjon. Tiep Boudjon ou Tiep ou... Non, pas Tiep Bouyap, le Tiep Boudjon. Le Tiep au poisson, pour moi, c'est mon meilleur plat. Avec le piment. Ouais, piment, oui, on met un peu de côté, mais ouais. Est-ce que tu... Alors, il y a un débat aussi autour du yet. Ouais. Est-ce que le yet, c'est bon ou c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, le yet, c'est une sorte d'escargot de mer là, qu'on met dans le riz. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui disent non, s'il n'y en a pas, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est toujours... Ça fait partie du vrai traditionnel plat sénégalais, il faut le mettre. Ça parfume un peu, il y a un petit goût. Après, que tu le manges ou tu ne le manges pas, je pense que quand c'est mijoté avec... Dans la préparation, ça a toujours un petit plus. Ça donne le truc. C'est ça. Vous avez déjà goûté Jamais le yet. Ah, le Tiep, c'est un de mes plats préférés, mais le yet, jamais. Et juste, moi, j'ai une question par rapport à... Enfin, là, ça fait 9 ans que tu t'entraînes aux États-Unis, du coup. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ton départ? Beaucoup déjà le coach. Ouais. Virgil Hunter, il a été plusieurs fois nommé meilleur coach du monde. C'est un boxeur en fait qui est vraiment un master de tout ce qui est défensif. Pour moi, la boxe c'est bien, mais il faut éviter de prendre le plus de coups, surtout en boxe professionnelle. Ouais. Et lui, sur la défense, défensivement parlant, c'est l'un des meilleurs au niveau mondial. Donc c'est pour ça que j'ai été amené à bosser avec lui. Je ne suis pas allé là-bas comme ça. C'est quelqu'un que je regardais beaucoup, notamment André Ward, aussi un boxeur que j'admire énormément. Donc j'ai été sur place. J'ai fait 2 semaines de camp d'entraînement là-bas pour voir un peu sa façon de voir, sa philosophie de la boxe. Et on a tout de suite collé. Et voilà, ça fait 9 ans aujourd'hui que ça marche très bien, tous les deux. Et ça me permettait aussi de sortir des sollicitations qu'on peut avoir. À Paris, pour moi, ça va être très difficile de faire un camp d'entraînement. Parce que je fais énormément de choses. Ouais. J'entreprends aussi, j'ai mes salles, etc. C'est ça, il y a beaucoup de sollicitations. C'est très difficile. Là, tu sors de ton confort. Tu sors d'énormément de choses. Tu penses boxe, tu dors boxe, tu manges boxe. Tu fais des camps d'entraînement. Là, il n'y a pas longtemps, tu étais à Bangkok, comme tu dis. Tu es dans un autre mood. Et moi, j'ai besoin de ça. Ouais. J'ai besoin de sortir un peu de mon quotidien que j'ai ici pour me rester focus à 100% sur le camp d'entraînement et sur l'adversaire. L'entraîneur a son importance, comme tu disais. Et on a quelqu'un qui a un message pour toi, là, d'ailleurs. Je pense que c'était un de tes formateurs. Alors, que dire sur Souleymane Cissokho à part de bonnes choses? Déjà, dans un premier temps, il a été capitaine de la Team Solide, on le sait. C'est pas une mince affaire d'être capitaine parce que je sais, j'ai été, et il faut être disponible pour les autres et en même temps, il faut être toujours aussi compétitif. Et ça a été le cas pour Souleymane. Il a toujours été cette oreille attentive pour les autres coéquipiers de l'équipe, avec une vraie tendresse, avec une vraie sagesse dans ses réponses. Il a toujours apporté les bons choix. Et je crois qu'il y a certains boxeurs qui ont même donné le nom de leur fils, comme Souleymane. Donc ça prouve le respect que les gens ont pour lui. Et au-delà d'un athlète, c'est un homme très respectable. Et même aujourd'hui, ce qu'il est devenu aujourd'hui, entre le jeune Souleymane Cissokho qui était en équipe de France et l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, et je ne parle même pas de l'athlète, c'est une espèce de lignée, de continuité dans ce qu'il est et ce qu'on lui souhaite. Alors en matière de boxeur, ça a été un boxeur très technique, on le sait, très à l'écoute, avec une vraie puissance de feu qu'on ne le retrouve plus maintenant, mais je suis sûr que Souleymane, à l'INSEP, quand il est arrivé, tous les boxeurs qui sont arrivés pro-amateurs, ils ont tous subi son uppercut du droit, et qui est très dévastateur. Et boxeur précis, avec un super bon direct avant, très intelligent sur le ring. On le voit encore aujourd'hui, il favorise plus la technique et l'intelligence du ring que la puissance. Et pourtant, je peux vous assurer que il a de quoi se faire respecter. Et donc voilà, en tout cas, on lui souhaite le meilleur. On sait que c'est pas évident dans le milieu dans lequel il évolue aujourd'hui, dans ce monde professionnel, notamment dans cette accession à la ceinture mondiale. Mais on espère de tout cœur avec lui que tout va bien se passer et qu'il va nous faire ce championnat du monde, de nous ramener cette ceinture, surtout dans cette catégorie des welter qui est très relevée. John Devis a été vraiment un grand formateur, mais aussi un grand boxeur. Il a été champion du monde, il me semble. Champion ou vice-champion? Vice-champion du monde en boxe amateur. Et voilà, il voulait passer ça fait plaisir. Message. John, c'est le grand frère, c'est un mentor, c'est le grand frère. D'ailleurs, il est venu me voir en Guinée équatoriale boxer, ça montre aussi le lien qu'on a. Et il a toujours été de bons conseils. Et moi, j'ai toujours gardé ces liens-là. En équipe de France, on était ensemble, on a
parcouru. Voilà, team solide, on a bougé partout dans le monde. Et aujourd'hui, de garder ces liens-là, pour moi, c'est très important. Il y a une autre personne qui faisait partie justement de la team solide, qui a fait les jeux avec toi, qui avait également un petit message pour toi, Souley. Salam Souley, il est temps d'aller manger. Ça fait un petit moment. J'espère que tu vas bien, que toute la famille va bien, que les enfants vont bien. Est-ce que tu te souviens de nos premières vacances ensemble en Égypte? Le carnage qu'on avait fait au resto. On sortait des championnats régionaux. Bon, moi je mets la table et on se voit bientôt, Inch'Allah. Ciao. Alors, Hassan, ça c'est on a pris du poids, à ce qui paraît. Ah ouais, on mangeait beaucoup. Hassan, c'est à l'INSEP, on était ensemble dans la même chambre, on s'est tout de suite très bien entendus. Jusqu'à maintenant, on est souvent au téléphone ensemble, on va manger souvent ensemble. Et il est d'oreille d'ailleurs Hassan, c'est vraiment un très bon. D'ailleurs, félicitations à lui qui vient il vient de remporter son combat. Là. Ouais, il vient de remporter son combat sur le championnat de France. On a fait les Jeux Olympiques ensemble, on a évolué ensemble. Et Hassan, c'est la famille. Cette team solide, elle aura marqué finalement quelque part un peu ta carrière. Bien sûr, on est tous liés, on a énormément de liens tous ensemble, on partage tous des moments ensemble. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du sport. Toute l'aventure qui se passe autour, ça c'est exceptionnel. Tu rencontres des gens partout dans le monde. Lorsque tu prépares les Jeux Olympiques, tu passes plus de presque 300 jours à l'étranger avec cette team-là. Donc c'est ta seconde famille. Tu passes plus de temps avec eux qu'avec ta propre famille. Donc ça montre un peu les liens qui peuvent se tisser. Nous, on va se quitter sur la question, la fameuse question du qui tu prendrais dans ton coin si tu devais aller au combat, là, aujourd'hui. Soit Alexis, soit Nora, soit moi-même. Si tu devais aller au combat, allez, on va dire pour ton prochain championnat du monde, qu'est-ce que tu emmènes dans ton coin? Tu as droit à 2 personnes. Qui t'a brisé des amitiés, c'est pas grave. 2 personnes. Je prends mon gars Alexis déjà, ça c'est voilà, et je vous prends tous les 2. Je peux faire un petit bonus. Il n'y a pas de bonus. Je prends un petit bonus ou pas? Je vous prends tous les 2 comme ça. On n'accepte pas, mais là on va faire une exception. Un petit bonus, voilà. Merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de... Voilà, Nora, je pense qu'elle va voir certaines choses. Malik, tu vas voir certaines choses. Donc voilà, un petit bonus. Merci pour tous tes mots, Souleymane. Plaisir. Et vraiment, on vous dit merci aussi à vous tous qui nous suivez depuis le début. 4 épisodes de Cage Corner. Souleymane Sissoko avec nous ce soir. N'oubliez pas, on se dit rendez-vous à très bientôt.